Salam à tous. Pour cette vidéo numéro 2 parlant sur les amyloses, on va parler de morphologie, de pathophysiologie des amyloses, quelles sont les colorations spéciales à faire pour regarder donc ces amyloses en microscopie optique et comment peut-on faire le diagnostic de ces amyloses. Je suis le professeur Ralia Khalaf, néphrologue de formation, et je travaille à l'hôpital Mohamed Lamine Debarine à Bab el-Oued, Alger. On commence. Quels sont les différents mécanismes de formation? Il faut savoir qu'il existe trois types d'amylose. L'amylose acquise, d'abord, c'est une protéine qui est mal repliée. Il existe des facteurs amyloïdes qui s'ajoutent à cette protéine amyloïde qui n'est pas éliminée ni par, en intracellulaire ni par le biais des macrophages en extracellulaire. Il y a l'amylose héréditaire, c'est une protéine qui est mutée, d'accord? Donc c'est une anomalie innée. Il y a un clivage protéolytique et la dernière, c'est l'amylose sauvage. C'est la transthyrétine sauvage du vieillissement. Cette dernière, donc, il y a un mauvais pliage. Normalement, c'est une protéine qui existe dans notre corps et elle est mutée comme si elle est, pas elle est mutée. C'est le vieillissement qui va donner cette protéine sauvage. Il va y avoir un mauvais pliage spontané de cette protéine qui normalement existe donc dans un état normal dans notre corps. Il y aura une phase de nucléation et une synthèse de ces fibrilles amyloïdes dans une conformation quaternaire définitive. Comment sont classées ces amyloses? Selon la topographie, il existe des amyloses systémiques. D'abord, elles peuvent être primitives, secondaires ou héréditaires, ou bien des amyloses localisées dans le système nerveux central, au niveau de l'œil oculaire, ou bien d'autres localisations. On va commencer d'abord par les systémiques. Il peut y avoir donc d'abord primitives, c'est les amyloses systémiques primitives qui commencent donc au niveau de la moelle osseuse et c'est une synthèse de chaînes légères d'immunoglobulines. Secondaire, donc ça peut être de l'amylose AA, une transthyrétine donc sauvage, des dépôts de bêta-2 microglobulines chez les patients dialysés et des dépôts donc de chaînes lourdes lors du myélame. Pour l'héréditaire, il peut y avoir une anomalie de la chaîne alpha du fibrinogène, une anomalie au niveau de la polypoprotéine A1, de la polypoprotéine A2 et du lysozyme. Et c'est des amyloses systémiques qui touchent le rein ou d'autres organes. Donc pour les amyloses localisées, donc les plus importantes et ceux qui sont les plus étudiés sont ceux du système nerveux central. Et à leur tête, donc le précurseur de la protéine bêta, c'est la maladie d'Alzheimer. Il y a aussi le précurseur de la 5-alpha-nucléine qui est la maladie de Parkinson. Il y a aussi la protéine du prion qui est l'atteinte donc, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. L'atteinte donc de la spongiopathie donc cérébrale donc de la protéine mutée qui est la cystatine C, donc c'est des hémorragies cérébrales donc elle atteint le cerveau mais aussi le rein. La protéine précurseur ABRI, c'est-à-dire un précurseur normal de la protéine amyloïde de la démence britannique familiale. Donc la protéine aussi précurseur d'Adam, qui est la démence familiale danoise. Il existe aussi d'autres atteintes, donc, telles que l'œil, donc avec l'anomalie innée de la gelzoline, de la lactoferrine et de la kératoépithéline. Il y a aussi d'autres localisations, telles que l'amylose acalcitonine dans les tumeurs donc de la médullaire de la thyroïde, l'amyline dans le diabète de type 2, donc ça touche c'est une amylose des cellules bêta de Langerhans, donc qui donne le diabète de type 2.
l'atteinte cardiaque, de la natriurétique auriculaire, la prolactine, donc dans les tumeurs de l'hypophyse, de l'hypothalamus, pardon, atteinte de la kératine, donc l'amylose de la peau, et de la médine, c'est des amyloses, donc des vaisseaux. Quelles sont les propriétés biochimiques de l'amylose? Ces protéines proviennent soit de protéines exprimées par les cellules sur le site de dépôt, donc localisé, soit elles précipitent de manière systémique après avoir été produites sur un site local, donc c'est l'atteinte systémique. Chez l'homme, environ 23 protéines différentes non apparentées sont connues pour former des fibrilles amyloïdes in vivo. Donc les formes biochimiques, il existe des formes majeures et des formes mineures. Les formes majeures les plus étudiées et les plus communes et les plus fréquentes sont l'amylose à protéine A, ou sérum amyloïde A, les protéines à chaîne légère ou amyloïde light chain, ou la protéine bêta-amyloïde A-bêta de la maladie d'Alzheimer qui sont les plus fréquentes. Pour les formes mineures, il y a l'amylose à transthyrétine, ATTR, qu'elle soit sauvage ou mutée, la bêta-2 microglobuline du dialysé chronine, la calcitonine, peptide amyloïde désilo de Langerhans, qui est la tête de l'amyline dans le diabète de type 2, ou le facteur natriurétique auriculaire. Donc on va étudier in vivo comment se fait l'atteinte ou la pathophysiologie de ces dépôts de protéines amyloïdes. Donc, quelles sont les différentes protéines amyloïdes les plus fréquentes et leur localisation préférentielle? Pour le rein, c'est l'amyloïde à chaîne légère, l'amyloïde A, la fibrinogène et la TTR mutée. Pour le cœur, c'est les chaînes légères, la TTR donc sauvage, la TTR mutée, l'amylose A à des stades avancés chez les patients dialysés chroniques, ou bien l'amylose A fibrinogène. Pour le côlon, c'est l'amylose AL, l'amylose AA, la transthyrétine sauvage, la transthyrétine mutée et la fibrinogène. Pour l'atteinte hépatique, la plus fréquente, c'est l'amylose AL, l'amylose AA après et l'amylose afibrinogène. Et pour le système nerveux périphérique, c'est surtout l'amylose AL et l'amylose A transthyrétine pour les deux formes, la forme sauvage et la forme mutée. Comment se fait la pathophysiologie organique? Donc j'ai fait un schéma à main levée. J'espère qu'il est beau. Donc ça c'est un organe. Et en noir, les boules, ce sont les cellules. Donc ce sont des dépôts extracellulaires de protéines fibrillaires anormales. Après, on a une accumulation progressive. Alors à chaque fois qu'il y a dépôt de ces fibrilles au niveau de l'organe, il y a accumulation progressive qui va produire une pression et une atrophie des cellules adjacentes, donnant lieu, donc cette association pression donc mécanique et atrophie locale, associée à la cytotoxicité de la fibre amyloïde qui a été démontrée, va nous donner des lésions tissulaires et une dysfonction organique. Je vais aller au détail en ce qui concerne le rein. Donc, les fibrilles amyloïdes ils vont se déposer au niveau du glomérule. Donc, c'est surtout au niveau mésangial, d'accord? Et puis au niveau interstitiel, donc, mais pas que, au niveau aussi vasculaire. Donc, accumulation donc, de plaques amyloïdes dans la paroi des vaisseaux entraînant une compression de la lumière, plutôt une obstruction de la lumière, ce qui va provoquer une ischémie. Et la totale va donner des lésions tissulaires et des dysfonctions organiques. Donc sur le plan macroscopique, donc pour le rein, les reins donc, peuvent être de taille et de couleur donc, normale, voire même augmentées par des masses importantes des dépôts quand on fait une échographie pour une atteinte rénale, donc c'est un nombre néphrotique ou une protéinurie. Donc pour l'amylose, donc on a peut-être des reins jusqu'à 14 à 15 cm. Et après avoir éliminé la néphropathie diabétique, on pense directement à l'amylose s'il y a un syndrome néphrotique profond. Dans les cas avancés, ils peuvent être rétrécis, donc après en dialyse bien sûr, ou en cas donc, de raison de l'ischémie causée par les rétrécissements vasculaires induits par les dépôts amyloïdes dans les parois artérielles et artériolaires. Voilà. Donc on peut passer de la grande taille avec accumulation importante de masse donc de fibrilles amyloïdes jusqu'à la petite taille. En microscopie optique, qu'est-ce qu'on utilise comme colorant pour le tissu amyloïde? Donc,
Le premier gold standard, c'est le rouge Congo avec birefringence jaune-vert en lumière polarisée. Le second, c'est la thioflavine, TOS, présence donc d'une fluorescence très remarquée. On peut ici utiliser le PAS qui va nous donner une coloration rosée. Ça, c'est au début, mais on peut aussi avoir une coloration rosée au clair par le trichrome de Masson. Et après, on mettra le rouge Congo ou la thioflavine pour avoir un diagnostic précis. Pour l'immunohistochimie, donc pour distinguer les différents types, qui soient donc après avoir vu c'est-à-dire que c'est vraiment une matière amyloïde, d'accord. Il faut maintenant détecter quelle est la protéine de la fibrille amyloïde. Donc il faut faire une immunohistochimie, type AL, AR ou AA ou ATTR. L'immunofluorescence est très intéressante. C'est des immunsérums généralement anti-chaîne légère et anti-chaîne lourde. En microscopie optique, l'amyloïde se dépose principalement dans les glomérules. C'est un schéma aussi à main levée. Donc, le dépôt d'abord glomérulaire apparaît comme un épaississement subtil de la matrice mésangiale, donc d'abord au niveau mésangial, accompagné d'un élargissement inégal de la membrane basale glomérulaire. Après, le dépôt le long de la membrane basale provoque un rétrécissement capillaire et une distorsion de la touffe vasculaire glomérulaire. Bien après, on a la progression de l'amylose glomérulaire, des lumières capillaires qui sont oblitérées et le glomérule est obsolescent et inondé par des masses confluentes et ça va donner donc un pain à cacheter. Ça, c'est une classification histologique donc, du glomérule. C'est plutôt une classification du pronostic rénal pour nous dire est-ce que l'atteinte c'est-à-dire on peut aller dans le traitement ou c'est pas la peine d'aller dans la thérapeutique puisqu'on a des gros reins déjà et on peut avoir même un tableau de glomérulonéphrite rapidement progressif dans l'orage donc amyloïde. Donc là, c'est l'histologie, cette classification va nous dire, va nous parler, est-ce que il y a lieu de voir est-ce qu'on peut donner un traitement de biothérapie ou pour qu'il y ait une hyperfiltration du reste des glomérules s'ils sont viables. Donc la classe 0, pas de dépôt amyloïde. La classe 1, mésangio, c'est des dépôts mésangio minimes, moins de 10%. Après, on a la classe 2, mésangio léger. C'est des pourcentages de dépôts amyloïdes. Donc la classe 3, dépôt focal. La classe 4, c'est des dépôts diffuses de 51 à 75%. Donc la classe 5, dépôt donc, au niveau juste de la membrane basale glomérulaire, en plus des dépôts donc, au niveau mésangiaux. Et la classe 6, donc c'est une classe donc, qui est très avancée, plus de 76%. Donc c'est un stade avancé où on parlera presque même, voire de pas à. Alors, en microscopie optique, il n'y a pas que le glomérule qui est atteint. Les vaisseaux et l'interstitium peuvent aussi être atteints. Dans la figure A, on a des glomérules qui sont sclérosés avec des dépôts amyloïdes. Dans la figure B, on a des dépôts amyloïdes péritubulaires. Dans le C, on a des dépôts intravasculaires. Et dans le D, on a des dépôts amyloïdes autour des vaisseaux sanguins. En immunofluorescence, donc les immunsérums anti-chaîne lourde et légère peuvent faire le diagnostic donc direct du type de la fibrille amyloïde. Dans la première, on a un glomérule qui est normal avec des lumières capillaires ouvertes. Donc dans la figure 2, en microscopie optique, donc amylose avec dépôt oblitérant carrément le glomérule. Donc c'est une phase qui est très très avancée, celle-là. Et dans la troisième, donc maladie des immunoglobulines avec des dépôts distordants de glomérules. Donc en immunofluorescence, donc on a dû probablement mettre le SAA qui est négatif ici, absence de dépôt pardon, je me suis trompée, absence de dépôt de SAA, dépôt dense de chaîne légère monoclonale qui est détecté, probablement c'est la lambda. Et là, une association de dépôts de chaîne dense de chaîne monoclonale légère et lourde détectée. Donc l'immunofluorescence a un rôle très très important en association avec l'immunoélectrophorèse des protéines sanguines et la protéine de Benjens pour faire le diagnostic du typage de la protéine amyloïde qui a mis les organes en dysfonction. L'immunohistochimie anti-SAA et d'autres aussi protéines
amyloïdes qu'on pourrait donc cibler, c'est l'anti-LECT2 et l'anti-ATTR. Donc une coupe colorée à l'hématoxyline et à l'éosine en A montre l'accumulation du matériel amorphe et légèrement éosinophile dans les glomérules, et les artérioles et les zones interstitielles aussi sont pris par cette substance amorphe. Alors, dans le B, on voit une coloration immunohistochimique pour la protéine SAA et qui a confirmé la présence d'une amylose AA. Pardon. Quelles sont les propriétés biochimiques de l'amyloïde AA? Ou quelle est l'origine plutôt? Lors d'une inflammation chronique, il y a une stimulation des macrophages et des monocytes qui vont aller produire des cytokines inflammatoires, TNF-alpha, interleukine 1, interleukine 6, qui sont très très élevés. Ils vont aller au niveau du foie et stimuler la synthèse de SAA. Alors, dans le SAA, il existe 3 allèles de génotype précurseurs de la protéine SAA dans la phase aiguë inflammatoire. Donc, le sérum amyloïde A est très très élevé dans l'inflammation et il y a des dépôts inflammatoires. Donc, surtout dans le SAA, c'est surtout le rein qui est atteint en prédilection, mais les autres organes aussi peuvent être atteints avec des dépôts ici glomérulaires très très importants. On va voir avec le stylet. Ici, le glomérule est très très bien avancé. Donc là, il est au stade de pain cacheté. Mais là, on voit quelques capillaires et mésangiomes qui sont un peu. Mais bon, il va aller vers ce glomérule qui est complètement en pain cacheté. Là, en périvasculaire, on voit très très bien. Et là aussi, en interstitium, on voit aussi des dépôts. D'accord? Donc, il y a un facteur de risque, c'est l'homozygosie pour le SA1 pour les Caucasiens, aussi en Algérie aussi, ou le SA1 3 chez les Japonais. Donc, cette mutation pourrait donner des dépôts amyloïdes importants par rapport aux autres qui ont d'autres types de SA1. Pour les chaînes légères, donc la protéine précurseur, c'est une chaîne légère complète d'immunoglobuline. Le fragment amyloterminal de la chaîne légère ou bien peut donc peut toucher donc les deux. Donc la plupart des protéines à chaîne légère analysées sont composées de chaînes légères ou de leurs fragments. Les conditions de dépôt des protéines AL lors des tumeurs plasmocytaires, les chaînes légères, sont produites en excès par les cellules tumorales de la moelle osseuse du plasmocyte. Donc là, vous voyez très bien donc ces chaînes légères. Donc, il y a une atteinte, donc, gène, donc, atropisme cardiaque. D'accord? C'est les IGVL1 44, IGVL2, L2 14. C'est des mutations qui touchent cette chaîne légère qui peut se transformer facilement en fibrilles amyloïdes. D'accord? Ça, c'est la transformation de la forme native vers la partiellement donc dépliée. Là, c'est vraiment la protéine donc, avec un repliement secondaire. Et ça, c'est en cross bêta. Ça, c'est l'élongation et la formation donc de plaques. Ici, plaques en association avec des protéoglycanes et du sérum amyloïde P. Ils vont nous donner des amyloïdes fibrillaires, des fibrilles amyloïdes. Ils vont se déposer, donc ils ont une prédilection au niveau donc cardiaque. Et donc ils vont aller, donc cette fibre, elle va aller au niveau du myocyte donc du cœur. Et il y a une cardiotoxicité. Donc il y aura une hypertrophie de ce cœur. Donc pourquoi il y a donc cette atteinte, cette transformation de ces chaînes légères qui sont produites par les plasmocytes en fibrilles amyloïdes. Donc on a cité donc l'atteinte génétique ou le point de mutation génétique avec une protéolytique, une modification de protéolytique, mais aussi il y a une augmentation du ROS, une diminution de l'apoptose, une dysfonction mitochondriale, une diminution ou une dysfonction de l'autophagie donc par les macrophages et une dysfonction aussi des lysosomes et voire même une atteinte donc des chaperons extracellulaires. Donc il y a une atteinte de dysfonction, donc il y a une mauvaise élimination par les macrophages et une mauvaise élimination intracellulaire par les lysosomes qui va former donc cette amylose à chaîne légère qui passera tout à fait normalement comme ce qu'on a vu dans la partie 1
donc de l'amylose. Et cette transformation, cette fibrillogénèse est tout à fait normale comme tous les autres. Et aussi, elle va se lier à cette colle, à ces gags et à ces protéoglycanes qui vont renforcer donc la forme quaternaire définitive et insoluble de cette protéine amyloïde. Comment peut-on faire le diagnostic de ces amyloses? D'abord clinique, donc le corps humain, donc il y a une atteinte rénale avec une protéinurie, un syndrome néphrotique et une maladie rénale chronique avec insuffisance rénale. L'atteinte cérébrale, donc pour l'amylose AA et l'amylose AL, c'est plutôt l'atteinte de la neuropathie périphérique avec une neuropathie autonome, un engourdissement, des paresthésies, des dysesthésies, syndrome du canal carpien, une atteinte pulmonaire avec une toux, une dyspnée, des hémoptysies, une atteinte digestive avec un syndrome de malabsorption, des diarrhées, des rectorragies ou méléna, voire même des occlusions, une atteinte splénique avec une hépatosplénomégalie, une augmentation des enzymes hépatiques. Donc, quand il y a des dépôts amyloïdes, c'est comme je vous ai montré tout à l'heure dans la pathologie, il y a des dépôts avec, c'est-à-dire c'est les cellules qui acceptent plutôt le secteur extracellulaire, les vaisseaux prendraient ces protéines amyloïdes, ils vont les déposer au niveau du tissu extracellulaire et ils vont aller engainer et comprimer les cellules de ces organes. Il y a l'atteinte cardiaque dans la TTR et dans la AL et même dans la AA à des stades donc bien avancés. C'est la dyspnée d'effort, la dysfonction diastolique, l'hypotension donc orthostatique et les arythmies. Après avoir vu donc l'atteinte systémique, on va aller un peu plus en profondeur dans l'atteinte rénale puisque donc je suis néphrologue de formation. Donc l'atteinte rénale, donc ça peut être soit une protéinurie à un stade de début, donc à l'occasion d'un dépistage ou d'une découverte donc fortuite. Donc c'est un stade de début, donc des lésions glomérulaires mini. Ça peut être aussi donc un syndrome néphrotique, donc à début progressif. Donc ça fait un mois ou 2 mois ou 15 jours que le patient a commencé à faire des petits œdèmes. Et comme le syndrome néphrotique il est très profond dans l'amylose, donc il peut y avoir une atteinte soit segmentaire et focale avec une atteinte mésangiale et glomérulaire, etc. Il peut même mimer donc l'atteinte rénale de la glomérulonéphrite extramembraneuse. Et là, on va voir un syndrome néphrotique qui est très très profond, mais le début étant progressif. Mais on peut avoir aussi un syndrome néphrotique impur avec une insuffisance rénale. Généralement, l'insuffisance rénale est fonctionnelle vu que le syndrome néphrotique est très profond. Mais ça peut être d'emblée un tableau donc, de GNRP avec donc, un tableau donc, de ce qu'on appelle nous dans le jargon des spécialistes, enfin des spécialistes qui travaillent dans l'amylose, l'orage amyloïde. C'est-à-dire c'est d'abord que le patient avait un petit début de dépôt rénal, donc qui était asymptomatique, voire même une petite protéinurie qui n'était pas détectable. Mais après avoir fait un tableau donc infectieux quelconque, pulmonaire ou une infection urinaire, etc., qui aurait aggravé donc ces dépôts, donc un afflux important de dépôts amyloïdes au niveau du rein, et ça nous donne un tableau de glomérulonéphrite rapidement progressif avec une atteinte étendue donc du mésangium, une atteinte de la membrane basale glomérulaire, il peut y avoir même une atteinte donc vasculaire, donc avec des dépôts importants au niveau du rein, avec des gros reins, et le patient est même en épuration extra-rénale avec un syndrome néphrotique très très profond, une protéinurie importante, et nous on se dit que peut-être le patient est en GNRP, une glomérulonéphrite rapidement progressive, peut-être d'origine lupique, ou une secondaire à une glomérulonéphrite primitive, etc. Mais on ne pense pas à l'amylose. Pour nous, dans notre tête, l'amylose, ça commence progressivement et l'insuffisance rénale vient après, etc. Mais le patient peut être asymptomatique pendant des années. Et quand il fait cet orage amyloïde, il mène directement le patient en épuration extra-rénale. On peut avoir, donc, il peut y avoir une petite hématurie quand on fait un albustix, mais dans la plupart des cas, elle est absente. Et la tension artérielle est normale, voire même basse, s'il y a une atteinte surrénalienne ou une atteinte du système nerveux périphérique. Mais si un patient était déjà hypertendu ou suivait donc il était suivi pour une hypertension artérielle pendant des années, s'il fait un syndrome néphrotique secondaire à une atteinte amyloïde, il peut garder donc cette hypertension artérielle. On
peut avoir aussi un syndrome polyuropolydipsie avec une glucosurie dans l'atteinte tubulo-interstitielle. Elle peut être l'unique atteinte révélatrice, mais elle est très faible, comme on a vu les atteintes. Donc, dans 97%, c'est un syndrome néphrotique, c'est une atteinte glomérulaire. Et là, on peut avoir une HTA qui peut être présente généralement dans certains types d'amylose. C'est plutôt l'amylose AL et l'amylose acystatine C. Au contraire, c'est plutôt les signes cardiaques au début. C'est l'essoufflement, la fatigue, les palpitations et les œdèmes d'origine cardiaque. Les autres symptômes, c'est plutôt une perte de poids, une petite diarrhée, mais les signes neurologiques peuvent être présents avec une neuropathie périphérique, une difficulté cognitive, un syndrome du canal carpien, une hépatosplénomégalie. L'atteinte du foie et de la rate sont plus importantes pour l'amylose AL. D'accord, les signes rénaux peuvent ne pas être présents au début. D'accord. Donc c'est surtout l'atteinte cardiaque, la perte de poids, la fatigue, l'hépatosplénomégalie, l'atteinte neurologique et l'atteinte rénale viendraient vers la fin. Quels sont les sites couramment biopsiés quand on a cette symptomatologie? C'est plutôt la graisse abdominale ou périombilicale qui est la moins invasive, qui est la moins nocive. On a la biopsie rectale quand on prend une bonne dans le tissu de la sous-muqueuse plutôt. La biopsie gingivale qu'on fait, que les résidents font même dans le service de néphrologie. La biopsie rénale, je l'ai mis en dernier puisque c'est un geste qui est invasif, très invasif, puisque déjà il y a des problèmes donc de, 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 de la coagulabilité. Donc dans cette pathologie de l'amylose, c'est vrai que les reins ils sont gros, mais il y a un risque hémorragique. Donc on préfère commencer par d'autres sites avant de faire de tomber de faire le rein. Sauf si tout est négatif, il y a une grande présomption de ce diagnostic. Donc le rein est sollicité. Quelles sont les colorations spéciales? Donc Golden Star, c'est le rouge Congo. Donc une liaison importante avec les GAG et le protéoglycane, ce qui donne cette biréfringence au niveau d'un microscope à lumière polarisée. Et cette biréfringence jaune-vert, donc qu'on voit donc ici, vous voyez très bien au niveau des glomérules, qui signe, qui signe vraiment l'atteinte, de l'amylose au niveau du rein. D'autres techniques donc d'imagerie. Donc les techniques d'imagerie sont également utilisées pour évaluer l'impact de l'amylose sur les organes. Les plus connus sont l'échographie, bien sûr, gros rein, l'écho-cœur aussi a un rôle très important pour voir l'infiltration au niveau du septum, la présence aussi d'un épanchement, donc péricardique avec des renforcements. Donc ça c'est plutôt l'IRM. La scintigraphie PET-scan, la scintigraphie au pyrophosphate de technétium est utilisée pour détecter l'amylose cardiaque. L'IRM cardiaque permet d'évaluer l'impact de l'amylose sur le muscle cardiaque et détecter les anomalies structurelles. Donc, on commencera donc d'abord par la scintigraphie donc, au pyrophosphate de technétium. Donc, les trois radiotraceurs spécifiques, c'est le TC-DPD 99M, c'est le diphosphonate de technétium. Aussi, le 99 TC HMPD, c'est l'hexaméthylpropylène amine oxyme de technétium et le pyrophosphate de technétium. Donc, on peut utiliser trois radiotraceurs spécifiques. Donc, la scintigraphie au pyrophosphate de technétium est l'une des méthodes les plus couramment utilisées pour bien sûr, on aura et aux États-Unis pour diagnostiquer l'amylose cardiaque. Cette technique permet de détecter les dépôts amyloïdes dans le cœur. Le patient reçoit une injection de technétium qui se fixe sur les dépôts amyloïdes, permettant ainsi une visualisation précise à l'aide d'une caméra gamma. Une autre technique est la scintigraphie au DOTA-TAT,
qui utilise un analogue de la somatostatine marqué avec du gallium 68. Cette méthode est particulièrement utile pour évaluer l'amylose associée à des tumeurs neuroendocrines. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Elle permet de visualiser les dépôts amyloïdes dans les tissus tumoraux et d'évaluer l'étendue de la teinte amyloïde. La scintigraphie au FDG est une technique d'imagerie par tomographie par émission de positons, donc TEP, qui peut également être utilisée pour évaluer l'amylose. Le FDG, un analogue du glucose marqué avec du fluor, est absorbé par les cellules métaboliquement actives, y compris celles affectées par l'amylose. Cette méthode permet d'évaluer l'activité métabolique des tissus touchés. Le PET scan utilise les traceurs radioactifs pour détecter les dépôts amyloïdes dans le corps, en particulier les traceurs comme le métamol et le Pittsburgh Compound B, qu'on appelle PIB, qui ont été développés pour cibler spécifiquement les dépôts amyloïdes. Ces traceurs permettent surtout une évaluation non invasive et peuvent fournir des informations sur l'étendue de la maladie et ses avantages. Donc c'est surtout les avantages, c'est plutôt le coût qui est très élevé, mais il a aussi beaucoup d'avantages, c'est qu'il est non invasif, d'accord, par rapport aux biopsies et l'intervention chirurgicale, ce qui réduit donc le risque pour le patient. Et aussi une visualisation précise permet une évaluation en temps réel des dépôts amyloïdes dans les différents organes, facilitant ainsi le diagnostic différentiel. Aussi, il pourra aussi surveiller la progression de la maladie et l'efficacité thérapeutique. Voilà. Donc ça, c'est les images qui peuvent nous donner donc après injection donc, de ces produits et prise des images. Donc vous voyez, les images, ils sont très beaux images donc de dépôts donc amyloïdes au niveau des différents organes. Aussi l'IRM, donc l'IRM est particulièrement utile, donc surtout cardiaque, elle permet de rechercher des arguments supplémentaires en faveur d'une atteinte cardiaque, l'hypertrophie myocardique, le rehaussement tardif après injection au gadolinium, l'augmentation au T1 déjà, ou rechercher des complications telles que le thrombus intracardiaque. En cas d'indisponibilité, un scanner cardiaque peut être réalisé et permet d'éliminer une cardiopathie ischémique associée. Donc, c'est un outil qui est non invasif, bien, et c'est l'un des principaux avantages de l'IRM. Sa nature non invasive, contrairement à la biopsie, qui peut être donc douloureuse et comporter des risques. L'IRM offre une méthode d'évaluation sans nécessité d'intervention chirurgicale. Elle est sensible, elle est spécifique. Donc, ce qui fait d'elle un outil de choix pour le diagnostic précoce. De plus, elle permet de suivre l'évolution de la maladie au fil du temps. D'accord. D'autres techniques, donc il y a la spectrométrie de masse, donc un outil très indispensable. Surtout, il va nous donner, il va nous préciser exactement quel est le type de la fibrie amyloïde. Carrément. Donc, elle repose sur la mesure de la masse des ions. Les échantillons sont ionisés, puis séparés en fonction de leur rapport masse-charge. Et les principales méthodes utilisées pour analyser l'amylose, c'est surtout le tandem, analyse LCMS-MS. Et on va voir donc au détail comment est-ce que c'est possible, comment est-ce qu'on le fait. Donc, il existe surtout dans les laboratoires de qualité, chez des douaniers qui vont aller pour les produits qui sont importés de l'étranger pour voir quel type de protéines, etc. Donc, c'est un outil qui est présent en Algérie, mais qui n'est pas utilisé dans ce but-là. Donc, à l'aide de la microdissection donc, au laser, donc, quand on fait la biopsie, passe donc observation histologique, immunohistochimie et immunofluorescence, ça nous répond amylose. Mais quand on fait l'immunohistochimie et l'immunofluorescence, ce n'est pas d'amylose AA, ce n'est pas d'amylose AL, et c'est cher, c'est très cher les immunsérums. Donc, on utilise la spectrométrie de masse. Donc, on a le spectromètre, le reste c'est facile, hein. Donc, on va faire donc à l'aide de la microdissection
Donc au laser, des régions amyloïdes, ils sont excisées, des coupes de tissu inclus en paraffine, donc, parce qu'ils ont été retirés de la paraffine. Ensuite, les protéines présentes dans les échantillons inclus en paraffine sont extraites dans un tampon contenant du dodécyl sulfate de sodium comme détergent. La solution est alors mélangée par ultrasons, puis les protéines sont captées sur une résine hydrophile, d'accord, à l'aide d'une technique appelée suspension trapping ou S-trapping en ajoutant de la trypsine. Donc cette trypsine, elle va aller couper en peptides plus courts qui éluent la résine et dans la masse est déterminée par, après, LCMS/MS ou ce qu'on appelle un spectromètre tandem. Donc tout va être fractionné et on va le passer donc au spectromètre tandem. Dans cette technologie de pointe, les peptides sont d'abord séparés par chromatographie liquide en fonction de leur hydrophobie, puis leur masse intacte, et fragmentés et déterminés par spectrométrie de masse en tandem MS-MS. Un logiciel donc spécialisé analyse les spectres de masse et qui sont enregistrés, ce qui permet d'identifier les peptides et les protéines dont ils proviennent. Donc on aura au détail près quelles sont les protéines qui sont fabriquées, qui sont dans ces fibres, de quoi sont constituées ces fibres amyloïdes. D'accord, c'est un outil très très intéressant surtout quand on est plutôt dans les amyloses héréditaires, dans la gelzoline, la polypoprotéine A2, la polypoprotéine C3, A2, A1, fibrogène, alpha, gelzoline, etc. On peut avoir même des associations amylose AA avec ces protéines-là. Donc, devant toute suspicion d'une amylose, quand il y a une amylose extracardiaque, il faut faire une biopsie de la graisse sous-cutanée, confirmation rouge Congo avec biréfringence jaune vert, ou bien on passe directement à la spectrométrie de masse. Si c'est une AA, il faut rechercher l'héréditaire, il faut rechercher aussi l'inflammatoire, il faut rechercher aussi toutes les causes d'auto-inflammatoires, infectieuses, etc. Si c'est une amylose AL, il faut faire une moelle, il faut faire une immunoélectrophorèse des protéines sanguines et une protéinurie de Besgens. Et si c'est une protéine donc amyloïde d'origine héréditaire ou innée, donc il faut faire directement un test génétique pour voir cette mutation génétique de la protéine ciblée. Si c'est une amylose cardiaque carrément, il faut faire une IRM cardiaque, une écho cardiaque, une CENTI, une pro-BNP, une immunoélectrophorèse, FreeLight, un test génétique pour la TTR, qu'elle soit mutée ou sauvage, pour orienter le patient en hématologie dans un but d'être traité. Merci pour l'intérêt que vous portez à l'amylose. Donc ce cours est destiné, c'est une deuxième vidéo qui est destinée donc aux résidents en troisième année de néphrologie, mais pas que. Ça pourrait aussi intéresser les biologistes pour nous aider à faire donc cet examen de spectrométrie de masse, les radiologues qui sont assez intéressants pour faire le diagnostic de l'amylose grâce à la scintigraphie osseuse. Le PET scan aussi est intéressant. Aussi les internistes pour la clinique et les dépôts du reste des organes pour nous orienter sur l'atteinte extra-rénale de l'amylose, surtout donc chez les internistes, les dermatos, les neuros, etc. Merci à vos claviers j'attends avec impatience à vos claviers pour éventuellement répondre à vos questions. Et puis, merci de poser vos questions et de faire vos commentaires et de vous abonner à ma chaîne. Au revoir et à très bientôt.